un peu comme une bombe. Des numéros d'urgence totalement Une vision d'apocalypse. Le naufrage a lieu au large des côtes bretonnes. Une catastrophe écologique de grande ampleur. J'ai aperçu des torrents de boue. Des tonnes d'eau dévastantes. L'état de catastrophe naturelle sera bien déclaré. Un feu a traversé environ 50 hectares. Là, c'est une rue qui s'est effondrée. Un employé a été touché par un nuage de poussière radioactive. Il y avait un enchevêtrement de tout. Il y avait des voitures, des hangars en ferraille roulés en boule, mais des monceaux de ferraille. Il y avait même un camion qui était appuyé debout, appuyé contre un platane, à ce niveau-là à peu près. Voilà la marque du niveau de l'eau le 2 décembre 1959. 423 morts et disparus. C'est la plus grande catastrophe civile du XXe siècle sur le territoire français. L'impensable s'est produit le 2 décembre 1959, quand le barrage de Malpasset a cédé sous la pression des eaux. Une catastrophe majeure, mais un peu oubliée. Peut-être parce que dans le fond, les 300 grands barrages français nous font toujours un peu peur. De ce qui s'est passé ce jour-là, on a tiré des enseignements. Mais si une rupture de barrage semble très improbable aujourd'hui, le risque ne sera jamais nul. Et Malpasset reste bien présent dans l'inconscient collectif des constructeurs et des pouvoirs publics. Alors, nous sommes ici dans le quartier de Fréjus, Le rescapé. qui a été le plus touché par la catastrophe de Malpasset. Et au cinquantenaire, c'est ce mémorial qui a été édifié. Vous avez des petits pupitres tout le long du chemin avec le nom de toutes les victimes de la catastrophe. Sur celle-ci, voilà mon père, ma sœur et ma mère. Et nous habitions juste en face. Ma famille est là. Quand donc mes parents ont pris ma petite sœur et ils sont sortis, on a ouvert la porte et on avait déjà de l'eau jusqu'aux genoux. Et on a regardé où était la maison de mes grands-parents. Elle était déjà recouverte ou emportée. Donc voilà, et on ne les a jamais revus. Ils sont voilà. Parce que moi, je me suis retrouvé plus sans famille, sans rien. Je connaissais que ma petite amie. Donc après la catastrophe, on s'est mariés donc en 1961 parce que j'avais plus de famille et bon, j'ai pu retrouver une nouvelle famille et fonder une nouvelle famille. Alors attendez, je vais vous montrer le quartier tel qu'il était avant. Bon, attendez, c'est pas celle-là, voilà. Voilà le quartier. J'habitais cette maison-là. Voilà. Et voilà le lendemain de la catastrophe. À la rupture du barrage, la vague s'engouffre dans une vallée encaissée. En une minute, l'eau atteint le chantier du pont de l'autoroute A8, 1 km plus bas. Puis elle entre dans la vallée du Réran, détruisant 330 exploitations agricoles et 2500 hectares de vergers et de vignes. 30 minutes après la rupture, la vague atteint Fréjus, rasant le quartier des Arènes, situé en contrebas de la vieille ville qui, elle, sera épargnée par l'eau. La vague meurtrière termine alors sa course dans la Méditerranée. Voilà, tout ça ici, c'était scalpé jusqu'à la roche. Le journaliste de Nice Matin. C'était le verger du vin. Il y avait des exploitations de pêche, les fameuses pêches de Fréjus, qui étaient exportées sur le marché de Covent Garden à Londres, qui était très demandeur. Et les pêches de Fréjus étaient très recherchées en Angleterre. Là, il y avait c'était lunaire. Là. Il n'y avait strictement plus rien là, après Malpasset. Et là, tout ça, la nature a repris ses droits ici.
rien n'a été reconstruit par l'homme. Ici, la ferme était au niveau du sol. Voilà. Ici, le niveau du sol a été abaissé de 12 mètres. C'est-à-dire que la terre a été décapée jusqu'à la roche. C'est devenu une curiosité touristique, c'est-à-dire que les gens viennent voir le barrage inutile. Il faut remettre l'histoire du barrage de Malplacé dans le contexte de l'époque. En 1945, la région de Fréjus et le littoral varois en général, qui a beaucoup souffert des bombardements du débarquement, est en pleine restructuration. L'agriculture repart. C'est un secteur économique prépondérant dans la région, avec l'exploitation des pêches, de la vigne, de l'horticulture, du maraîchage. Mais ce renouveau agricole se heurte à un problème récurrent, c'est le manque d'eau, d'irrigation. Dans le même temps, l'urbanisme se développe sur les communes du littoral et de Saint-Tropez à Saint-Raphaël, on souhaite commencer à mettre en avant un tourisme de masse avec la construction de beaucoup de résidences secondaires sur le bord de mer. Mais pour cela, il faut de l'eau. Et le barrage devait répondre à cette demande. Et on devine encore dans la végétation, vous voyez, la ligne, le niveau maximum de l'eau. On voit encore la différence de végétation entre ce qui était sous l'eau et la partie de la colline qui était hors d'eau. Il y avait là derrière 55 millions de mètres cubes d'eau, ce qui a provoqué un tsunami gigantesque. À la rupture du barrage, la vague a fait 60 mètres de hauteur. Et elle a dévalé à 75 km/h. Et il a été conclu que l'enrochement, le soubassement du barrage dans la roche était insuffisant, ce qui était la cause principale de sa rupture. Le bureau d'études qui avait conçu le barrage existe toujours. Ses locaux sont situés à Gennevilliers, en région parisienne. Alain Carrère a rejoint la société en 1974, 15 ans après la catastrophe. Voilà la première pièce du dossier de Malplacé qui date de septembre 1950. C'est une demande d'étudier la possibilité et le coût de ce que pourrait être un barrage au-dessus de Fréjus pour l'alimentation en eau de la région. L'ingénieur. Et on va prendre ça si vous voulez bien. Après le drame, tous les regards se sont tournés vers les concepteurs du barrage. Le cabinet Coyne et Bélier a cherché à comprendre l'origine de l'accident. Voilà des photos à différentes phases de la construction. Donc, c'est un ouvrage comme il en existe une bonne dizaine. Que ce soit en proportion, si vous voulez, en hauteur, en épaisseur. C'est un barrage qui était relativement courant pour l'époque. Tignes venait d'être terminé, le plus grand barrage de France encore à l'heure actuelle. D'autres étaient en construction. Voilà, alors celle-là, ça c'est une photo de la fin de construction. Elle est intéressante parce que c'est là-dedans que ça va se passer. Assez vite, on a compris comment l'accident s'était passé. On a compris que ce n'était pas le barrage lui-même qui avait lâché, que c'était la rive gauche, la pure rive gauche, rocheux, qui avait lâché en premier et qui évidemment avait occasionné ensuite la rupture du barrage proprement dit. Le principe du barrage voûte, c'est que la poussée de l'eau, la pression de l'eau, qui s'applique de l'amont vers l'aval, est transférée latéralement vers les deux appuis, un peu comme un pont, et que pour que tout ça résiste, il faut bien entendu que le barrage soit assez résistant, soit capable de résister à cette poussée, mais aussi les deux appuis rocheux. En ce qui concerne l'accident, eh bien, c'est précisément l'appui rive gauche qui a lâché. Assez vite, on a su que l'eau en pression à l'intérieur de l'appui avait joué le rôle néfaste. On sait qu'il y a toujours de l'eau dans un massif rocheux. En quelque sorte,
il se construit ou il se forme à l'intérieur du massif rocheux comme un barrage naturel qui est dans le prolongement de la voûte. Ce barrage naturel, lorsqu'il est mal orienté, subit une force qui peut déstabiliser tout ce qui est à l'aval. C'est ce qui s'est passé dans la pure rive gauche de Malpasset. Pendant la nuit, il était bien entendu pratiquement impossible d'intervenir. Et ce n'est qu'au petit matin, vers 6h, 6h15, avec les premières lueurs de l'aube, qu'on a pu mesurer, prendre conscience de l'ampleur du désastre. Mais c'était quelque chose de phénoménal. C'était la surface de la Lune. Il n'y avait strictement plus rien debout, hormis une maison ouverte en deux et le moulin brûlé, face à la vague, était le seul édifice qui avait résisté face à la violence du torrent. C'était l'apocalypse. L'apocalypse. La population était sous le choc, hébétée, démunie de tout, aucun moyen de contact. Et pendant 24 heures, ça a été l'hébétude la plus complète. La municipalité, bien entendu, avait des moyens dérisoires, elle aussi bien insuffisants par rapport à l'ampleur de la catastrophe. Il a fallu attendre la fin de la matinée pour qu'arrivent les premiers éléments militaires. Et donc on a commencé, les pompiers à ramasser les premiers corps, investiguer les premiers cadavres. La police est arrivée pour faire les identifications judiciaires, etc. Et rien que dans le quartier des Arènes, quand la vague est arrivée, elle avait déjà fait 140 victimes. Donc on a commencé à chercher les premiers corps, on en a retrouvé quelques-uns par-ci par-là. C'était de véritables momies, des statues debout. Les parents venaient reconnaître les leurs. Il fallait laver la figure des victimes avec de l'eau minérale pour qu'ils aient visage humain. C'était quelque chose de poignant. La catastrophe prend rapidement une ampleur nationale. Michel Debré, Premier ministre, se rend sur les lieux du drame le 5 décembre. Événement rarissime, il délocalise à Fréjus un conseil des ministres pour décider de mesures d'urgence, mais également pour définir un plan de reconstruction. Le président Charles de Gaulle fait le déplacement le 17 décembre. Il est accueilli par le maire André Léotard, père de François, qui deviendra lui-même maire de Fréjus 20 ans plus tard. Le général rend hommage aux victimes et aux sauveteurs et rencontre les survivants. Parmi eux, une jeune femme enceinte lui confie sa détresse après la mort de son fiancé. De Gaulle lui promet de faire le nécessaire. Mariage posthume à Fréjus. En vertu du décret du 18 juin 60 signé Charles de Gaulle, Irène Jodard épouse André Capra, victime le 2 décembre dernier de la catastrophe de Malpasset. Irène Jodard n'est pas la seule dans cette situation. Le mariage posthume, qui n'était jusqu'alors possible qu'en temps de guerre, est réhabilité pour donner une filiation aux enfants à naître. Cette histoire a beaucoup peuplé les gazettes et les gens étaient frappés par cette preuve d'amour, etc. Le fils du maire. Il est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu une coexistence, si j'ose dire, entre l'ampleur du malheur et le développement des nouveaux médias. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Nous étions à table. Votre maison est complètement démolie? Elle est complètement démolie, il n'y a plus rien. C'est un des moments, il y en a eu d'autres sans doute, un des moments où le monde médiatique que nous connaissons aujourd'hui est apparu au grand jour, avec des techniques nouvelles, notamment les interviews sur place, les images sur place, les caméras, etc. 5 colonnes à la une consacrent également une soirée à la catastrophe. Pierre Desgroupes lui-même fait le déplacement. Quel âge avez-vous exactement, monsieur Méroux? J'ai 26 ans. Dans les deux fermes, il y avait 17 personnes. Il en reste? Il en reste 2. C'était vraiment le début d'une médiatisation des catastrophes, si j'ose dire, très très forte. Édition spéciale, journaliste à l'image, interview sur les lieux du drame, des techniques nouvelles mais pas encore très maîtrisées, et dont on ne mesure pas à l'époque l'impact et les conséquences. Toi, Daniel, de ta petite camarade, il ne te reste plus que quelques photos. Oui. Elle habitait où? Là-haut. Là? Là-bas? Oui. Et sa maman? Elle est morte. Et son papa? Il est fou. Il y a eu des moments de courage, de bravoure, enfin il y a eu toutes sortes de choses qui ont créé l'espèce de légende et du malheur et de la solidarité. Et ça, légende, c'est pas une légende, c'est de la vérité. Mais ce que je veux dire, c'est une saga. Et donc, un journal comme Paris Match, par exemple, a joué un rôle considérable. L'hebdomadaire dépêche sur place une équipe de 30 personnes qui reste à Fréjus pendant 15 jours et réalise un numéro spécial. Et il y a aussi la radio. Jour après jour, les Français suivent dans tous les médias l'actualité de la catastrophe. Il y a eu une espèce de sentiment de solidarité nationale. Probablement le pays, dans ce genre de moment, s'est senti concerné.
pas simplement une petite ville dans le midi de la France, on ne sait pas vraiment où elle est et les gens souffrent, mais il y a eu un élan national que les médias ont amplifié et accompagné. Monsieur le maire, je voudrais que vous nous disiez maintenant ce dont vous avez besoin, parce que vous avez vraiment près de 5 millions, 6 millions de Français peut-être qui vous écoutent, qui vous regardent en ce moment, et vous pouvez leur parler, vous pouvez leur dire exactement ce que Fréjus peut réclamer. Nous avons d'abord besoin d'argent, et avant tout parce que le nombre d'infortunes secourues est très grand et qu'il y a des misères qui ne peuvent pas attendre. L'appel d'André Léotard est entendu. Dans toute la France, on réalise des collectes, dans les cinémas, sur les marchés. La Poste émet un timbre avec une surtaxe au profit des sinistrés et de grands artistes mettent leurs œuvres aux enchères. Les dons affluent également de l'étranger. Avant Noël, un avion allemand se pose à Fréjus, chargé de jouets. Grâce à la solidarité nationale, Fréjus pourra renaître, comme l'avait appelé de ses voeux le général de Gaulle. Les biens détruits seront largement indemnisés, les terres agricoles reconstituées et les orphelins de la catastrophe seront pris en charge jusqu'à leur majorité. Mais ces dons n'occultent pas la question des responsabilités. Après la catastrophe, vient le temps de l'enquête. Formée d'ingénieurs et de techniciens, la commission d'enquête visite les lieux et devra, entre bien des hypothèses, décider des raisons de la tragédie et désigner les responsables. L'enquête est rendue difficile par la multiplicité des facteurs qui semblent avoir déclenché la rupture. D'abord, le niveau d'eau dans le barrage avait rapidement augmenté dans les jours précédant la catastrophe à cause des fortes pluies. Ensuite, on avait trop tardé avant de se décider à ouvrir les vannes pour relâcher cette pression. Il faut dire qu'un kilomètre en aval se trouvait le chantier de l'autoroute A8, que les ingénieurs, ironie du sort, ne voulaient pas risquer de voir endommagé par un lâcher d'eau. Enfin, dans les mois précédant la catastrophe, on avait procédé à des explosions sur ce chantier autoroutier pour dégager la roche. Et des témoins avaient alerté sur le fait que le site de Malpasset se ressentait de ces tirs de mine. Le parlementaire. On est là dans la responsabilité générale. Aujourd'hui, il y aurait des équipes responsables de l'aménagement du site qui veilleraient à ce qu'il n'y ait pas interpénétration entre deux périls. La mise en eau d'un barrage avec, en un peu plus d'un jour, 4 mètres de hauteur d'eau gagnée, c'est-à-dire une pression formidable, et pendant le même temps, on laissait des tirs de mine qui ébranlaient la roche. Épilogue judiciaire pour l'affaire du barrage de Malpasset. Le tribunal correctionnel de Draguignan a relaxé Jacques Darjoux. Il aura donc fallu 4 ans, la constitution d'un des dossiers les plus volumineux qu'ait jamais connu un tribunal. Tout cela pour conclure que personne n'est responsable, sinon la nature. Le tribunal a donc statué. Le barrage aurait cédé de toute façon à cause de la fragilité de ses appuis rocheux. Fragilité indétectable avec les connaissances géologiques de l'époque. Dans les années qui ont suivi, dans le monde entier, tous les barrages similaires, les barrages voûtes similaires, ont été équipés d'un système de drainage très simple, de façon à éviter que ce phénomène ne puisse se produire de cette façon-là, et donc ça a contribué à améliorer la sécurité. Évidemment, pour tous les nouveaux projets, on a fait pareil, des méthodes de dimensionnement, des méthodes de calcul ont été mises au point, et c'est devenu aujourd'hui le réflexe des concepteurs de barrages, c'est d'aller regarder comment faire en sorte que les appuis ne soient pas déstabilisés par l'eau en pression à l'intérieur. Le drame de Malpasset aura sans doute évité qu'une autre catastrophe ne se produise ailleurs. Il faut dire que l'époque est à la construction de ces grands édifices qui sont au cœur de la politique énergétique des 30 Glorieuses. En 1960, 56% de l'électricité produite dans l'Hexagone est d'origine hydraulique. Pas question de se passer des barrages. Mais il y a un avant et un après Malpasset. C'est à cause de Malpasset qu'on a installé l'unité de sécurité civile à Brignoles. Puisque, bon, en matière de secours, on s'est rendu compte que, certes, les secours avaient été déployés, on en avait appelé à l'armée et tout, mais à l'époque, le général de Gaulle, les ministres concernés s'étaient dit il nous faut une véritable unité qui a été basée, c'est pas par hasard, dans le Var. Bon, d'abord parce qu'il y avait eu Malpasset, et deuxièmement parce que déjà il y avait des inondations. Bien. Donc c'est l'une des avancées. Il y a eu effectivement les tirs de mine. La législation française en matière de prévention au risque et de gestion des risques est devenue l'une des plus performantes en Europe. En dehors de la sécurité des barrages à proprement parler, une réflexion émerge sur les conduites à suivre en cas d'accident.
Et en 1982, les plans d'intervention dans les territoires inondables deviennent obligatoires. La notion de risque, elle est maintenant intégrée dans l'aménagement du territoire au même titre que les intérêts économiques, que le développement. Eh bien, le risque est intégré. Malpasset a généré l'idée qu'il fallait un comité permanent technique des barrages et des ouvrages hydroélectriques en France. Et on retrouve bien dans toute cette politique de prévention les évolutions d'une société. Le barrage de Saint-Cassien a été construit en 1962, à quelques kilomètres du site de Malpasset. Il répond aujourd'hui aux espoirs qu'avait suscité le barrage détruit. Le barrage EDF de Saint-Cassien, c'est un barrage qui est un barrage résolument multi-usage qui sert à la fois à produire de l'électricité. EDF. Il sert de réservoir d'eau permettant d'alimenter en eau potable les habitants de la région et également d'irriguer les surfaces agricoles, les terres agricoles de la région de Fréjus. Donc là, nous nous trouvons sur le barrage proprement dit, donc barrage poids, donc structure très imposante, très sûre. Vous voyez ici une petite cocarde qui sert de cible. À l'aide de ce dispositif de mesure, des experts, des géomètres, des topographes s'assurent que le barrage ne bouge pas. La toute première réglementation française sur les grands barrages, elle est directement issue du retour d'expérience de l'épisode de Malpasset. Dans les régions, les DREAL, les directions régionales de l'équipement, de l'aménagement, du logement, qui sont des services rattachés au préfet, vont exercer un contrôle en complément de celui assuré par EDF de ces ouvrages, les visiter régulièrement, analyser les données qui sont transmises par EDF. Alors, cette galerie qu'on appelle galerie périmétrale ou galerie d'injection descend de la crête en rive droite, là-haut, descend jusqu'au fond du barrage dans lequel nous nous trouvons et remonte de l'autre côté, ce qui nous permet évidemment de surveiller le barrage dans sa totalité, sur toute sa hauteur, en rive droite, en rive gauche, comme sur le fond. Alors c'est tout à fait normal sur un ouvrage de ce type d'avoir un peu d'eau, un peu de fuite à travers l'ouvrage. Ce qui est important, et c'est notre travail au quotidien, c'est d'en surveiller l'évolution. Des agents circulent quotidiennement dans l'ouvrage, sont à même de détecter toute anomalie. En fonction des dispositifs de surveillance, nous convenons avec les services de l'État de la fréquence à laquelle ils doivent être surveillés. Sachant qu'un certain nombre de dispositifs de surveillance sont mesurés automatiquement. Aujourd'hui, la surveillance des édifices est très stricte et les techniques ont formidablement progressé depuis les années 50. Seul un très fort séisme, très improbable, pourrait conduire à la rupture d'un grand barrage. Mais des milliers de petits barrages sont moins bien contrôlés. On pourrait avoir des ruptures de petits barrages en France, car certains sont, si ce n'est à l'abandon, du moins manquent singulièrement d'entretien et surtout de surveillance. Et ça pourrait poser un problème, alors certes pas de l'ampleur de Malpasset, fort heureusement, parce qu'il s'agit de petits barrages, mais sous ces petits barrages, on a souvent laissé se réaliser des constructions, des lotissements, des implantations de camping, et là je me dis que ça peut poser un problème. La catastrophe de Malpasset aura marqué cette époque de construction effrénée de grands barrages. Aujourd'hui, la plupart des sites français où il est possible de construire une retenue d'eau sont exploités. Et ils produisent toujours 10% de l'électricité made in France. Tignes, Montcenis dans les Alpes, Cap-de-Long ou Auredon dans les Pyrénées, les 300 grands ouvrages sur le territoire sont les témoins d'un âge d'or, avant l'arrivée du nucléaire. À l'échelle mondiale, seuls 20% des sites possibles sont valorisés. Le potentiel en énergie hydraulique est énorme. De grands pays comme la Chine, le Canada, le Brésil construisent des grands barrages et vont continuer de le faire. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui de gestionnaire d'un barrage qui ne
n'envisage sa responsabilité sous un jour particulier, qui est le jour de Malpasset, comme l'exemple de la vigilance nécessaire, absolue et j'allais dire éternelle, que toute responsable d'une structure aussi fondamentale et aussi éventuellement dangereuse qu'un barrage doit conserver au fond de sa propre conscience. C'était un peu comme une bombe. Des numéros d'urgence totalement Une vision d'apocalypse. Le naufrage a lieu au large des côtes bretonnes. Une catastrophe écologique de grande ampleur. J'ai aperçu des torrents de boue. Des tonnes d'eau dévastantes. L'état de catastrophe naturelle sera bien déclaré. Un feu a traversé environ 50 hectares. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Une centaine d'employés a été touchée par un nuage de la litière radioactive.